Quand mon beau-frère m'a demandé de garder son fils de 10 ans pendant une semaine dans mon appartement de Lyon, je pensais rendre un simple service familial. Mais dès la 3e nuit, en entendant Léo se lever à heures fixes, cacher de la nourriture et murmurer qu'il ne devait pas faire de bruit, j'ai compris que quelque chose d'anormal se passait. Ce que j'ai découvert dans sa chambre n'était pas le silence d'un enfant timide. C'était la trace d'une peur organisée. Et à cet instant précis, j'ai su que le renvoyer chez ses parents pouvait le condamner. Le téléphone a sonné, strident, brisant le calme apaisant de mon après-midi de lecture. J'ai décroché, un peu agacé d'être tiré de mon roman. C'était Marc, mon beau-frère. Sa voix était inhabituellement tendue, presque suppliante. « Sophie, je suis désolé de te déranger, mais j'ai un problème urgent. Ma femme, Isabelle, a dû partir en urgence pour sa mère malade. Et moi, je dois absolument me rendre à une conférence professionnelle à l'étranger. Un truc de dernière minute, impossible à reporter. Il n'y a personne pour garder Léo. Pourrais-tu le prendre quelques jours? Juste une semaine, le temps que je revienne? » Léo était un enfant discret, un peu effacé, toujours plongé dans ses jeux vidéo ou ses livres. Je l'aimais bien, mais l'idée de l'avoir chez moi pendant une semaine entière, alors que j'étais habitué à ma tranquillité, me laissait perplexe. Cependant, la détresse dans la voix de Marc était palpable. « Bien sûr, Marc, » ai-je répondu, ma nature généreuse prenant le dessus. « Pas de problème, amène-le quand tu veux. Je me sauve la vie. Je te le dépose demain matin très tôt. Il a sa valise, ses affaires. Je t'envoie de l'argent pour les courses et tout ce qu'il faut. » Marc, pressé, a à peine pris le temps de me donner quelques instructions. « Il est facile, tu verras. Il ne fait pas de bruit. Il mange de tout. Juste, il est un peu dans son monde. Ne t'inquiète pas s'il ne parle pas beaucoup. » Il m'a tendu une enveloppe épaisse pour les dépenses et a filé, me laissant seul avec mon neveu silencieux. Les premiers jours se sont déroulés dans un calme étrange. Léo passait ses journées dans sa chambre, plongé dans ses jeux vidéo ou ses livres. Il sortait pour les repas, mangeait sans faire d'histoire, puis retournait à son univers. Il répondait par monosyllabes à mes questions, son regard fuyant le mien. J'ai essayé de le faire parler, de l'intéresser à des activités, des sorties. « Tu veux aller au parc, Léo? On pourrait faire du vélo ?» Il secouait la tête. « Non, merci, Tati, je suis bien là. » J'ai respecté son espace, sa bulle, me disant qu'il s'ouvrirait peut-être avec le temps. Après tout, il était chez une Tati qu'il connaissait à peine. C'est le 3e jour que j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Léo avait une routine très stricte. Il se levait à la même heure, mangeait à la même heure et se couchait à la même heure. Il ne laissait jamais sa chambre en désordre. Ses affaires étaient toujours parfaitement rangées. Trop parfaitement. Et il y avait cette odeur. Une odeur subtile, presque imperceptible au début, mais qui devenait plus présente à mesure que les jours passaient. Une odeur de renfermé, de moisi, mêlée à quelque chose d'autre, d'indéfinissable, qui me mettait mal à l'aise. Un après-midi, alors que Léo était dans sa chambre, je suis passé devant sa porte. Elle était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil. La pièce était impeccable, comme toujours. Mais sur son bureau, j'ai aperçu un carnet. Un carnet noir, sans titre, qui semblait très ancien. Une curiosité malsaine m'a poussé à entrer. Je savais que je ne devais pas, que c'était une intrusion dans son intimité. Mais l'odeur était plus forte ici, et quelque chose me disait que ce carnet était lié à cette atmosphère étrange. J'ai pris le carnet, il était lourd, épais. En l'ouvrant, j'ai découvert des pages remplies d'une écriture enfantine, mais régulière. Ce n'était pas un journal intime, ni un carnet de dessin. C'était une liste de tâches, des tâches quotidiennes méticuleusement notées avec des cases à cocher. Faire mon lit, ranger mes jouets, faire mes devoirs, manger mes légumes. Des choses normales pour un enfant. Mais en dessous, il y avait d'autres lignes, plus sombres. Ne pas faire de bruit, ne pas déranger papa, ne pas demander à maman, ne pas pleurer. Et à côté de ces lignes, des croix rouges, comme des marques d'échec. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Qu'est-ce que c'était que ça?
Pourquoi un enfant de 10 ans aurait-il besoin d'une telle liste? Et ces croix rouges, qu'est-ce qu'elles signifiaient? La peur a commencé à s'insinuer en moi, une peur froide et insidieuse. Ce n'était pas un enfant introverti. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus sombre, derrière le silence de Léo. Et ce carnet, je le sentais, n'était que la pointe de l'iceberg. Ce que j'allais découvrir, je le pressentais, allait être horrible. Le carnet noir brûlait entre mes mains. Chaque ligne, chaque croix rouge était une petite décharge électrique qui me parcourait l'échine. Je l'ai feuilleté, le cœur battant la chamade. Les pages étaient remplies de la même écriture appliquée, de la même liste de règles, de la même litanie de ne pas. Ne pas courir, ne pas rire trop fort, ne pas poser de questions inutiles, ne pas se plaindre, et toujours ces croix rouges, implacables, marquant les échecs, les transgressions. Ce n'était pas un jeu d'enfant, c'était un code de conduite, une discipline de fer imposée à un enfant de 10 ans. Mais par qui et pourquoi? L'odeur dans la chambre de Léo, cette odeur indéfinissable, prenait maintenant un sens plus sinistre. Une odeur de peur, de confinement, de vie étouffée. J'ai refermé le carnet, le replaçant exactement où je l'avais trouvé. Mon esprit était en ébullition. Je ne pouvais pas ignorer ça. Je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Marc et Isabelle, qu'est-ce qu'ils faisaient à leur fils? L'image de Léo, si petit, si silencieux, si effacé, s'est imposée à moi. Et une vague de compassion, mêlée à une colère sourde, m'a submergé. J'ai décidé d'agir, mais avec prudence. Je ne pouvais pas accuser Marc et Isabelle sans preuve concrète. Je ne voulais pas effrayer Léo, le pousser encore plus dans son mutisme. Je devais observer, comprendre, trouver d'autres indices. J'ai commencé à prêter une attention particulière à Léo. Chaque geste, chaque regard, chaque silence. J'ai remarqué qu'il mangeait avec une rapidité déconcertante, comme s'il craignait qu'on lui retire son assiette. Il ne laissait jamais de miettes, ne faisait jamais de bruit avec ses couverts. Il se lavait les mains avec une obsession presque maladive, frottant ses petites mains jusqu'à ce qu'elles soient rouges. Un soir, alors qu'il était dans le salon, absorbé par un livre, j'ai essayé de l'approcher. « Léo, est-ce que tout va bien? Tu sais, tu peux me parler si tu as des soucis. » Il a levé la tête, son regard, cette fois-ci, rempli d'une panique que je n'avais jamais vue. « Quel carnet? Je n'ai pas de carnet. » Sa voix était un murmure à peine audible. « Si, le carnet noir sur ton bureau. Je l'ai vu. Ce carnet était un secret lourd, et il avait peur que je le découvre. La peur de Léo était palpable, et elle me glaçait le sang. J'ai décidé de fouiller sa valise. Je savais que c'était mal, que c'était une violation de son intimité. Mais je sentais que je n'avais pas le choix. Je devais comprendre. J'ai attendu qu'il soit endormi. Puis je me suis glissé dans sa chambre. J'ai ouvert sa petite valise. Elle était rangée avec la même méticulosité que le reste de ses affaires. Des vêtements pliés au carré, des chaussettes roulées en boule. Mais au fond, sous une pile de t-shirts, j'ai trouvé une petite pochette en tissu. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des photos. Des photos de Léo, plus jeune, souriant, jouant. Des photos de Marc et Isabelle, l'air heureux, détendu, des photos d'une famille normale. Mais il y avait aussi d'autres choses, des dessins d'enfants, mais des dessins sombres. Des bonhommes au visage triste, des maisons avec des barreaux aux fenêtres, des personnages avec des bâtons, des fouets. Et au milieu de ces dessins, une petite figurine en bois. Une figurine d'homme avec des marques de coups, comme si elle avait été battue. Mon sang n'a fait qu'un tour. Les larmes ont commencé à couler, chaudes et amères. Ce n'était pas un enfant introverti, c'était un enfant maltraité. Les ne pas du carnet, les croix rouges, l'odeur, le silence, la peur dans ses yeux. Tout prenait un sens horrible. Marc et Isabelle, mon beau-frère et ma belle-sœur, ils battaient leur fils, ils le terrorisaient. Je me suis senti envahi par une rage froide, une colère que je n'avais jamais ressentie. Comment avaient-ils pu? Comment avaient-ils pu faire ça à leur propre enfant? Et comment avais-je pu être si aveugle? L'horreur de la situation m'a frappé de plein fouet. Je devais agir, je devais protéger Léo. Mais comment? Et à quel prix? Le silence des pages du carnet avait enfin révélé son secret. Un secret qui allait changer ma vie
et celle de Léo, à jamais. La nuit a été longue et agitée. Les images des dessins de Léo, de la figurine en bois marquée de coups, tournaient en boucle dans mon esprit. Chaque détail du carnet noir, chaque « ne pas » résonnait comme une accusation. Je ne pouvais plus dormir, rongé par l'horreur de ce que j'avais découvert et par la culpabilité de n'avoir rien vu plus tôt. Au matin, ma décision était prise. Je ne pouvais pas laisser Léo retourner dans cet enfer. Je devais rassembler des preuves irréfutables avant d'agir, pour ne pas risquer de le mettre encore plus en danger. Je savais que Marc et Isabelle étaient des personnes influentes et qu'ils pourraient facilement nier mes accusations si je n'avais rien de concret. J'ai commencé par photographier chaque page du carnet noir, chaque dessin, chaque marque sur la figurine en bois. J'ai pris des photos de Léo discrètement, en me concentrant sur les petits détails. Ses mains rougies par les lavages compulsifs, les cernes sous ses yeux, son corps frêle, son regard fuyant. Je me suis senti comme une détective, traquant les indices, mais chaque preuve que je collectais me brisait un peu plus le cœur. J'ai aussi commencé à enregistrer nos conversations. J'ai acheté un petit enregistreur vocal et je l'ai laissé allumer discrètement lorsque Léo était dans la pièce. Je voulais capter des bribes de ses paroles, des indices de son mal-être, des aveux involontaires. Mais Léo restait silencieux, ses réponses monosyllabiques, ses silences assourdissants. Il était un maître dans l'art de la dissimulation, une compétence qu'il avait sans doute acquise pour survivre. L'odeur dans sa chambre m'intriguait toujours. Un après-midi, alors qu'il était sorti avec moi pour une promenade forcée au parc, il avait accepté étrangement ce jour-là, j'ai fouillé sa chambre plus en profondeur. J'ai soulevé son matelas. Et là, j'ai trouvé un petit sac en plastique. À l'intérieur, il y avait des restes de nourriture séchée, des miettes de pain, des morceaux de biscuits. Léo cachait de la nourriture. Il avait peur de manquer. C'était la goutte d'eau. La preuve ultime de la maltraitance. Un enfant qui cache de la nourriture est un enfant qui a faim, un enfant qui a peur de ne pas être nourri. La rage qui m'avait envahi la veille s'est transformée en une détermination froide et implacable. Je ne pouvais plus attendre. J'ai appelé une amie, Marie, qui était assistante sociale. Je lui ai tout raconté, la voix tremblante d'émotion, les larmes coulant sur mes joues. Elle a écouté attentivement, sans m'interrompre, son silence pesant plus lourd que n'importe quelle parole. « Sophie, a-t-elle dit finalement sa voix grave, ce que tu décris est très grave. Il faut agir immédiatement. Je vais t'aider. Mais il faut que tu saches que ce sera un processus long et difficile et que tu devras témoigner. Léo serait entendu par un psychologue spécialisé et si les preuves étaient suffisantes, il pourrait être retiré à ses parents. L'idée de séparer Léo de ses parents, même maltraitants, me déchirait le cœur. Mais je savais que c'était pour son bien. Le lendemain, Marie est venue chez moi. Elle a rencontré Léo, lui parlant avec une douceur et une patience infinie. Léo, étonnamment, a semblé un peu moins méfiant avec elle. Il a même esquissé un léger sourire quand elle lui a montré un dessin. Mais il n'a rien dit sur sa situation. Le mur de silence était toujours là. Marie a examiné le carnet, les dessins, les photos. Elle a pris des notes, son visage se durcissant à chaque nouvelle découverte. C'est un cas typique de maltraitance émotionnelle et physique. Sophie, a-t-elle dit, sa voix pleine de tristesse. L'isolement, la peur, la dévalorisation, les punitions corporelles, tout y est. Une équipe est arrivée quelques heures plus tard. Une psychologue, une éducatrice. Elles ont parlé à Léo, l'ont mis en confiance. Et cette fois-ci, Léo a commencé à parler. D'abord timidement, puis avec plus de fluidité. Il a raconté les coups, les privations de nourriture, les heures passées enfermé dans sa chambre, les insultes, les menaces. Il a raconté comment il devait suivre les règles du carnet et comment il était puni s'il ne le faisait pas. Il a montré les marques sur son corps, des cicatrices anciennes, des bleus récents. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. L'horreur de ce qu'il avait vécu était bien pire que tout ce que j'avais imaginé. Marc et Isabelle n'étaient pas seulement des parents négligents, c'étaient des bourreaux. Les services de protection de l'enfance ont pris la décision de retirer Léo à ses parents
Il serait placé en famille d'accueil, le temps que l'enquête se poursuive. Léo m'a regardé, ses yeux emplis d'une tristesse infinie, mais aussi d'une lueur d'espoir. « Je ne veux pas y aller, Tati. Je veux rester avec vous. » Et moi, Sophie, j'allais me battre pour Léo, pour qu'il retrouve une vie normale, une vie d'enfant, loin de l'horreur et du silence. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais je savais que je ne serais pas seul. Marie, les services sociaux, et surtout, l'amour que je commençais à ressentir pour ce petit garçon brisé seraient mes guides. L'annonce du placement de Léo en famille d'accueil a déclenché une véritable tempête. Marc et Isabelle sont rentrés précipitamment, furieux, niant en bloc toutes les accusations. Ils m'ont traité de folle, de jalouse, de manipulatrice. « Comment oses-tu, Sophie, accuser ton propre frère de maltraitance? Tu es malade !» a hurlé Marc au téléphone, sa voix déformée par la rage. J'ai gardé mon calme, ma détermination inébranlable. « Les preuves sont là, Marc. Le carnet, les dessins, les témoignages de Léo, les marques sur son corps. Tu ne peux pas nier l'évidence. » Son témoignage, d'abord hésitant, est devenu de plus en plus précis, de plus en plus poignant. Il a raconté les punitions, les humiliations, la peur constante. Il a décrit les moments où il était enfermé dans le noir, privé de nourriture, battu avec une ceinture. Chaque mot était un coup de poignard dans mon cœur. Marc et Isabelle, eux, ont maintenu leur version des faits, accusant Léo de mentir, de fabuler, d'être un enfant difficile et manipulateur. Ils ont essayé de discréditer mon témoignage, de me faire passer pour une tante aigrie et envieuse. Mais les preuves étaient trop nombreuses, trop accablantes. Le procès a été long et éprouvant. Chaque audience était une épreuve, une confrontation douloureuse avec Marc et Isabelle. Je voyais la haine dans leurs yeux, la colère, le déni. Mais je voyais aussi la peur, la panique de voir leur monde s'écrouler. Le verdict est tombé. Marc et Isabelle ont été reconnus coupables de maltraitance sur mineurs. Léo leur a été retiré définitivement. Ils ont été condamnés à une peine de prison avec sursis et à une obligation de suivi psychologique. Une interdiction de contact avec Léo leur a été signifiée. C'était une victoire, mais une victoire amère. Léo était en sécurité, mais il était aussi un enfant brisé, marqué à jamais par les traumatismes qu'il avait subis. Et ma relation avec mon frère était détruite, irrémédiablement. Léo est resté en famille d'accueil. J'allais le voir régulièrement, lui apportant des livres, des jeux, des câlins. Il commençait à s'ouvrir, à rire, à jouer. Il avait encore des peurs, des angoisses, mais il retrouvait peu à peu son innocence d'enfant. Un jour, il m'a demandé « Tati, est-ce que je pourrais venir vivre avec toi ?» Il y avait des procédures, des enquêtes, des autorisations. J'ai contacté Marie, mon amie assistante sociale. « Je veux demander la garde de Léo », lui ai-je dit. « Je veux qu'il vienne vivre avec moi. » La demande de garde de Léo a ouvert un nouveau chapitre, non moins complexe que le précédent. Les services sociaux ont mené une enquête approfondie sur ma vie, mon environnement, ma capacité à prendre soin d'un enfant traumatisé. Chaque recoin de ma maison a été examiné, chaque aspect de ma personnalité analysé. J'ai dû prouver ma stabilité financière, émotionnelle, ma disponibilité. C'était un processus intrusif, mais je l'ai accepté avec patience et détermination, car le sourire de Léo était ma seule motivation. Léo, de son côté, a commencé une thérapie intensive. Les séances avec la psychologue l'aidaient à verbaliser ses peurs, ses colères, ses souvenirs douloureux. Il dessinait, jouait, parlait. Lentement, très lentement, les murs qu'il avait érigés autour de lui commençaient à s'effriter. Il retrouvait des bribes de son enfance volée, des moments de joie, des souvenirs de sa mère avant qu'elle ne devienne une bourrelle. Je l'accompagnais à chaque séance, l'attendant dans la salle d'attente, mon cœur serré à chaque fois qu'il entrait dans le cabinet. Je savais que chaque pas vers la guérison était une douleur, une confrontation avec ses démons. Mais je savais aussi que c'était le seul chemin vers la liberté. Pendant ce temps, Marc et Isabelle ont continué à nier, à se victimiser. Ils ont fait appel de la décision du tribunal, mais leur appel a été rejeté. Ils ont essayé de me contacter, de me menacer, de me supplier.
J'ai bloqué leur numéro, leurs messages. Je ne pouvais plus avoir de contact avec eux. Leur toxicité était trop grande, leur déni trop profond. Les mois ont passé. Léo a commencé à s'intégrer dans sa famille d'accueil, mais il ne m'oubliait pas. Nos visites étaient des moments précieux, des bulles de bonheur dans son quotidien. Il me racontait ses journées, ses progrès, ses rêves. Il me demandait souvent « Tati, quand est-ce que je viens chez toi ?» J'ai couru vers la famille d'accueil de Léo, le cœur battant la chamade. « Léo, Léo, tu vas venir vivre avec moi !» J'avais préparé sa chambre avec amour, décorée avec des couleurs vives, des jouets, des livres. Il a exploré chaque recoin, ses yeux brillants de curiosité. Il a touché chaque objet, comme s'il ne croyait pas à cette réalité. Les premiers jours ont été un mélange de bonheur et d'appréhension. Léo était encore marqué par ses traumatismes. Il avait des cauchemars, des crises d'angoisse. Il avait peur du noir, peur d'être seul. Je passais des nuits à le rassurer, à le câliner, à lui répéter que j'étais là, que je ne le laisserais jamais tomber. La thérapie a continué, pour lui et pour moi. J'ai appris à comprendre ses réactions, à anticiper ses peurs, à l'aider à gérer ses émotions. J'ai lu des livres sur les enfants traumatisés, j'ai suivi des formations. Je suis devenu une mère, une protectrice, une guérisseuse. Léo a commencé à s'épanouir. Il a fait des amis à l'école, il a découvert de nouvelles passions. Il a commencé à jouer au football, à dessiner, à écrire des histoires. Son rire, autrefois si rare, remplissait maintenant la maison. Son silence avait laissé place à une curiosité insatiable, à une joie de vivre contagieuse. Le chemin de la guérison était long, semé d'embûches, mais chaque petit pas en avant était une victoire. Léo était en train de renaître, de retrouver son enfance volée. Et moi, Sophie, j'étais en train de découvrir un amour que je n'aurais jamais imaginé, un amour inconditionnel, puissant, qui me transformait, me rendait plus forte, plus humaine. Le horrible secret que j'avais découvert était devenu le catalyseur d'une nouvelle vie, une vie remplie d'amour, de rire et d'espoir. La vie avec Léo était un mélange de joies intenses et de défis quotidiens. Malgré les progrès fulgurants de sa thérapie, les cicatrices de son passé restaient profondes. Les cauchemars étaient moins fréquents, mais toujours présents. Les crises d'angoisse, bien que plus rares, pouvaient surgir à tout moment, déclenchées par un bruit inattendu, une image, un mot. J'apprenais à naviguer dans ce monde complexe, à être à la fois sa tante, sa mère de substitution, sa protectrice et sa thérapeute. L'école était un autre défi. Léo avait du mal à se concentrer, à faire confiance aux adultes. Il était souvent en retrait, observant ses camarades avec une méfiance qui me brisait le cœur. J'ai travaillé en étroite collaboration avec ses professeurs, son psychologue, pour l'aider à s'intégrer, à retrouver le plaisir d'apprendre. Lentement, il a commencé à faire des progrès, à participer, à se faire des amis. La question de l'adoption est devenue une évidence. Je voulais que Léo soit légalement mon fils, qu'il ait un nom, une famille, une sécurité juridique. J'ai contacté Marie, mon amie assistante sociale, pour entamer les démarches. C'est la meilleure chose à faire pour lui, Sophie, m'a-t-elle dit. Il a besoin de cette stabilité, de cette reconnaissance. Ils ont envoyé des lettres, des messages, des menaces. Ils ont essayé de discréditer mon dossier, de me faire passer pour une femme instable, incapable d'élever un enfant. Mais j'avais Léo à mes côtés. Son témoignage, sa volonté de rester avec moi, étaient les preuves les plus fortes de mon amour et de ma capacité à être sa mère. Il a écrit une lettre au juge, une lettre simple, mais poignante, expliquant qu'il voulait être mon fils, qu'il voulait avoir une famille, un foyer. Le jour de l'audience, Léo était avec moi. Il tenait ma main, son petit corps tremblant, mais son regard déterminé. Marc et Isabelle étaient là, leurs visages marqués par la haine et le déni. Leurs avocats ont plaidé avec acharnement, essayant de minimiser leurs actes, de me faire passer pour une manipulatrice. Mais le juge a écouté Léo. Il a lu sa lettre. Il a examiné toutes les preuves, tous les témoignages. Et il a rendu son verdict. L'adoption était prononcée. Léo était officiellement mon fils. Les larmes ont coulé, des larmes de joie.
de soulagement, d'amour. Léo s'est jeté dans mes bras, me serrant fort, son petit corps tremblant d'émotion. « Maman, maman !» C'était la première fois qu'il m'appelait ainsi. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Marc et Isabelle ont quitté la salle d'audience, leurs visages défaits, leurs rêves de vengeance brisés. Ils avaient perdu leur fils, leur bataille, leur dignité. Ils étaient seuls face à leurs propres démons. La vie avec Léo a continué, mais avec une nouvelle intensité. Il était mon fils, mon sang, mon cœur. Nous avons célébré son adoption avec une petite fête, entourée de nos amis proches, de Marie, de ses professeurs. Léo a soufflé ses bougies, son visage illuminé par un sourire radieux. Il était enfin libre, enfin aimé, enfin en sécurité. Les défis restaient nombreux. L'adolescence approchait, avec ses propres turbulences. Les cicatrices du passé ne disparaîtraient jamais complètement. Mais nous étions ensemble, une famille, unie par l'amour, la résilience et la volonté de construire un avenir meilleur. L'horrible découverte que j'avais faite avait transformé ma vie, me donnant un fils, un amour inconditionnel et une raison de me battre. Et je savais que, quoi qu'il arrive, nous serions toujours là, l'un pour l'autre. La joie de l'adoption de Léo fut immense, mais de courte durée. Quelques mois après la décision du tribunal, une lettre anonyme est arrivée, glissée sous ma porte. Le message était clair, menaçant. « Tu as volé notre fils, tu le paieras, on ne t'oubliera pas. » Mon sang s'est glacé, Marc et Isabelle. Ils n'avaient pas abandonné. J'ai immédiatement contacté la police et Marie. Les menaces étaient prises au sérieux, compte tenu de leur passé. Une patrouille passait régulièrement devant ma maison et j'ai installé des caméras de surveillance. La peur s'est insidieusement réinstallée dans mon quotidien, une ombre menaçante planant sur notre bonheur retrouvé. Léo, malgré son jeune âge, a senti la tension. Il est devenu plus anxieux, ses cauchemars sont revenus. Il avait peur de sortir, peur que ses anciens parents ne le retrouvent. J'ai redoublé de vigilance, le rassurant, le protégeant, mais je savais que cette peur était difficile à éradiquer. Les menaces se sont intensifiées. Des appels anonymes, des messages étranges sur mon répondeur, des objets cassés dans mon jardin. Un jour, j'ai trouvé une poupée brisée, les yeux arrachés, sur le pas de ma porte. C'était un message clair, une provocation directe. La police a ouvert une enquête, mais sans preuve concrète, sans témoin, il était difficile d'agir. Marc et Isabelle étaient insaisissables, agissant dans l'ombre, utilisant des intermédiaires. Un soir, alors que Léo dormait, j'ai reçu un appel. C'était Marc. Sa voix était calme, posée, mais empreinte d'une haine froide. « Sophie, tu ne crois pas que tu as assez joué? Rends-nous notre fils, ou tu le regretteras amèrement. » Il a raccroché, me laissant tremblante de peur et de rage. J'ai renforcé la sécurité de ma maison, installé des alarmes, des verrous supplémentaires. J'ai demandé à Léo de ne jamais ouvrir la porte à des inconnus, de ne jamais parler à des personnes qu'il ne connaissait pas. La vie était devenue un siège, une forteresse. Un après-midi, alors que Léo était à l'école, j'ai reçu un appel de la directrice. « Madame Dubois, Léo a disparu. Il n'est pas venu en classe ce matin. Et il n'est pas rentré chez vous. » Pas de Léo. Le désespoir m'a envahi, une douleur lancinante qui me rongeait l'âme. J'avais échoué à le protéger. Puis, au milieu de la nuit, le téléphone a sonné. C'était la police. « Madame Dubois, nous avons retrouvé Léo. Il est en sécurité, il est avec nous. »« Je suis là, mon chéri, je suis là, je ne te laisserai plus jamais partir. » Et pour Léo, c'était le début d'une nouvelle ère. Une ère de paix, de sécurité et d'amour inconditionnel. L'arrestation de Marc et Isabelle fut un soulagement immense, mais elle ne mit pas fin à notre calvaire. Le processus judiciaire, déjà éprouvant, reprit de plus belle, cette fois avec des accusations plus lourdes. Enlèvement, séquestration et violence volontaire sur mineurs. Léo, malgré son traumatisme, fut d'une force et d'un courage exemplaires. Il témoigna à nouveau, avec l'aide de sa psychologue, racontant les détails de son enlèvement, les menaces, les coups, la peur. Chaque mot était une preuve de leur cruauté.
une accusation implacable. Marc et Isabelle, face à l'évidence, tentèrent de minimiser les faits, de se victimiser, de rejeter la faute sur Léo, sur moi. Leur avocat, moins confiant cette fois, tenta de plaider la folie passagère, le désespoir parental. Mais le juge, les jurés, avaient été profondément touchés par le témoignage de Léo. Les preuves matérielles, les enregistrements de mes conversations avec Marc, les rapports médicaux, les témoignages des voisins sur les menaces, tout était accablant. Le verdict tomba, lourd de sens. Marc et Isabelle furent condamnés à de la prison ferme, sans sursis. Une peine exemplaire qui marqua la fin de leur pouvoir de nuisance. L'interdiction de contact avec Léo fut maintenue et renforcée. C'était la justice, enfin. Une justice qui, cette fois, protégeait Léo de manière définitive. Léo, après le procès, fut épuisé mais soulagé. Il avait enfin pu exprimer toute sa douleur, toute sa colère. Il avait vu ses bourreaux être punis. C'était une étape cruciale dans son processus de guérison. Il continua sa thérapie, mais avec une nouvelle énergie, une nouvelle confiance. Il savait qu'il était en sécurité, qu'il était aimé, qu'il avait une famille. Notre vie reprit son cours, mais avec une sérénité nouvelle. La peur avait disparu, remplacée par une paix profonde. Léo s'épanouissait, retrouvant son innocence d'enfant. Il jouait, riait, apprenait. Il était devenu un enfant joyeux, curieux, plein de vie. Ses cauchemars étaient rares, ses crises d'angoisse avaient presque disparu. J'ai continué à être sa mère, sa protectrice, son guide. Je l'ai inscrit à des activités sportives, artistiques. Il a découvert une passion pour la musique, apprenant à jouer du piano avec une facilité déconcertante. Il a fait des amis, des vrais, qui l'aimaient pour ce qu'il était, sans jugement, sans peur. La relation avec ma famille, en revanche, était plus complexe. Certains membres de ma famille, aveuglés par la loyauté envers Marc, ont pris leur distance. D'autres, choqués par la vérité, m'ont apporté leur soutien. J'ai appris à faire le tri, à ne garder que les personnes qui croyaient en moi, en Léo, en la justice. Marie, mon amie assistante sociale, est devenue une amie proche, une confidente. Elle m'a soutenu tout au long de cette épreuve, me conseillant, me rassurant, me guidant. Elle a été un ange gardien pour Léo et pour moi. Un jour, Léo m'a demandé « Maman, est-ce que tu penses que papa Marc et maman Isabelle regretteront un jour ce qu'ils ont fait ?» Je ne sais pas, mon chéri. Le regret est un chemin personnel. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu aies pu te reconstruire. Que tu aies pu pardonner, non pas à eux, mais à toi-même. Que tu aies pu retrouver la joie de vivre. Léo était en train de devenir un homme fort, résilient, capable de pardonner, de se reconstruire. Il était la preuve vivante que l'amour peut guérir les blessures les plus profondes, que la justice peut réparer les injustices les plus criantes. La justice avait enfin été rendue. Marc et Isabelle étaient derrière les barreaux, leurs crimes exposés au grand jour. Léo était en sécurité, aimé, épanoui. Et moi, Sophie, j'étais une mère comblée, fière de mon fils, fière de notre combat, fière de notre victoire. L'horrible découverte que j'avais faite avait été le début d'un long et douloureux chemin, mais elle avait aussi été le catalyseur d'une transformation profonde, d'une nouvelle vie, d'un amour inconditionnel. Et pour Léo, c'était le début d'une vie d'enfant, enfin. Les années ont passé, tissant de nouveaux fils à l'histoire de notre famille, mais les cicatrices de Léo, bien que moins visibles, demeuraient des rappels silencieux de son passé. Il avait grandi, était devenu un adolescent brillant, sensible et d'une maturité étonnante. Sa passion pour la musique s'était épanouie et il composait des mélodies d'une profondeur inattendue, souvent empreintes d'une mélancolie douce, mais toujours porteuse d'espoir. Notre relation, celle d'une mère et de son fils, s'était renforcée, consolidée par les épreuves traversées. Nous parlions ouvertement de tout, même des sujets les plus délicats. Léo avait appris à faire confiance, à exprimer ses émotions, à ne plus se cacher derrière un mur de silence. Il était devenu mon confident, mon ami, mon plus grand soutien. Marc et Isabelle, eux, étaient sortis de prison.
Leur peine purgée, ils avaient tenté de reprendre contact avec Léo, mais ce dernier avait refusé. « Je n'ai plus de parents, maman », m'avait-il dit un jour. « J'ai une mère, et c'est toi. Eux, ils ne sont que des étrangers qui m'ont fait du mal. » C'était une décision difficile, mais que je respectais. Léo avait le droit de choisir sa famille, de se protéger. Ils avaient essayé de me contacter aussi, par l'intermédiaire d'avocats, de messages. Ils voulaient s'expliquer, demander pardon. Mais je savais que leur pardon n'était pas sincère, qu'il était teinté de manipulation, de remords intéressés. J'ai coupé court à toute tentative de rapprochement. Notre paix était trop précieuse pour être brisée par leur toxicité. Léo avait choisi de faire de son histoire une force. Il s'était engagé dans des associations de protection de l'enfance, témoignant de son expérience, aidant d'autres enfants victimes de maltraitance. Sa voix, autrefois si timide, était devenue puissante, porteuse d'un message d'espoir et de résilience. Il était devenu un exemple, un modèle pour beaucoup. J'étais incroyablement fier de lui, fier de l'homme qu'il était devenu, malgré tout ce qu'il avait traversé. Fier de sa capacité à transformer la douleur en force, la souffrance en compassion. Il était la preuve vivante que l'on peut se reconstruire, que l'on peut guérir, que l'on peut trouver la lumière même après avoir traversé les ténèbres les plus profondes. Notre famille s'était élargie. Marie, mon amie assistante sociale, était devenue la marraine de Léo. Ses professeurs, ses amis, tous faisaient partie de notre cercle, un cercle d'amour, de soutien, de bienveillance. Nous avions créé notre propre famille, une famille de cœur, unie par des liens plus forts que le sang. Un jour, Léo m'a demandé « Maman, tu penses que j'aurais été différent si je n'avais pas vécu tout ça ?» Léo, le petit garçon silencieux et effacé, était devenu un jeune homme épanoui, un artiste talentueux, un défenseur des droits de l'enfant. Et moi, Sophie, j'étais une mère comblée, fière de mon fils, fière de notre combat, fière de notre victoire. Le passé était derrière nous, mais ses leçons restaient gravées dans nos cœurs. Et l'avenir, lui, était un chemin clair, lumineux, rempli d'espoir et d'amour. Les années ont continué de s'écouler, apportant avec elles de nouvelles joies et de nouveaux défis, mais toujours avec la certitude inébranlable de notre lien. Léo, maintenant un jeune homme de 20 ans, avait achevé ses études de musique avec brio. Son talent de compositeur était reconnu et ses œuvres, souvent interprétées par des orchestres renommés, touchaient les cœurs par leur profondeur émotionnelle et leur message d'espoir. Il avait trouvé sa voie non seulement dans la musique, mais aussi dans la vie. Il était devenu un ambassadeur infatigable pour la cause des enfants maltraités. Ses concerts étaient souvent accompagnés de témoignages poignants où il partageait son histoire, non pas pour apitoyer, mais pour inspirer, pour montrer que la résilience est possible. Il avait créé une fondation, les Voix de l'Espoir, qui offrait un soutien psychologique et artistique aux jeunes victimes de violences. Son engagement était total, sa compassion infinie. Notre maison, autrefois un lieu de refuge, était devenue un foyer vibrant, rempli de musique, de rires et d'échanges passionnés. Léo y recevait ses amis, ses collègues musiciens, ses protégés de la fondation. J'étais la gardienne de ce havre de paix, la mère aimante qui veillait sur son fils et sur tous ceux qui l'aidaient. Mon rôle avait évolué, passant de protectrice à soutien, de guide à spectatrice émerveillée de son épanouissement. Marc et Isabelle étaient devenus des souvenirs lointains, des ombres du passé qui ne nous atteignaient plus. Ils avaient tenté à plusieurs reprises de se réinsérer dans la vie de Léo, mais ce dernier avait maintenu sa décision de ne pas les revoir. « Je leur souhaite de trouver la paix, maman », m'avait-il dit un jour. Mais ma paix à moi, je l'ai trouvée sans eux. C'était une preuve de sa force, de sa capacité à se libérer des chaînes du passé. Marie, mon amie et marraine de Léo, était toujours présente, une figure constante de soutien et d'amour. Elle était fière du chemin parcouru par Léo et de la famille que nous avions construite. « Tu as fait un travail extraordinaire, Sophie », me disait-elle souvent. « Tu as sauvé une vie et tu as créé un avenir. »« C'est pour toi, maman », m'a-t-il dit, ses yeux brillants d'émotion. « C'est une composition que j'ai écrite. Elle s'appelle « L'aube lumineuse ». C'est l'histoire de notre vie, de notre combat,
de notre amour. Léo avait trouvé sa voie, sa force, sa liberté. Il avait transformé l'horreur de son enfance en une source d'inspiration, en un message d'espoir pour le monde. Et moi, Sophie, j'avais trouvé en lui un amour inconditionnel, une raison de vivre, une source de fierté infinie. L'histoire de Léo, le petit garçon silencieux et effacé, était devenue une symphonie de résilience, de courage et d'amour. L'horrible découverte que j'avais faite ce jour-là, lorsque mon beau-frère m'avait demandé de garder son fils, avait été le début d'un long et douloureux chemin. Mais elle avait aussi été le catalyseur d'une transformation profonde, d'une nouvelle vie, d'un amour inconditionnel qui avait transcendé toutes les épreuves. L'aube d'un avenir lumineux s'était levée sur notre famille. Un avenir rempli de musique, de rire, d'engagement et de la certitude que, même après les pires épreuves, l'amour et la résilience peuvent toujours triompher. Et pour Léo, c'était le début d'une vie pleine, entière et lumineuse qu'il avait construite de ses propres mains avec l'amour et le soutien de sa mère.